Evening News. Attaque contre un convoi des FAMA, les forces armées maliennes ont été victimes d'une embuscade entre Boni et Douanza. La Confédération syndicale des travailleurs du Mali, CSTM, ira en grève du 30 août au 1er septembre. Nous ferons le point de leurs doléances. On est vendredi et qui dit vendredi dit invité culture. Nous recevons pour vous l'artiste chanteuse Sira Binti. Bonsoir à vous fidèles téléspectateurs, bienvenue sur Joliba TV News. Ce jeudi 19 août 2021, aux environs de 12h45, un convoi des forces armées maliennes quittant Douanza pour Boni a été la cible d'une attaque complexe. Le dit convoi a été victime d'une embuscade après l'explosion d'une fourgonnette piégée abandonnée sur la route nationale 16 à proximité de Boni. Le bilan provisoire fait état de 15 morts, des blessés côté FAMA, confirme la direction de l'information et des relations publiques des armées, DIRPA. Mahamadou Mohamed Koulibaly était l'invité de notre émission En toute liberté ce jeudi. L'ex-ministre de la Refondation de l'État s'est exprimé sur plusieurs questions concernant les réformes politiques et institutionnelles de notre pays. Elhadj Malik Guitei. Refonder le Mali, telle est l'une des priorités de la transition. Malgré les bonnes volontés affichées par les autorités, la route qui doit mener à cette refondation reste semée d'embûches. Alors, que faire pour atteindre l'objectif visé? Mahamadou Mohamed Koulibaly, ancien ministre de la Refondation de l'État, donne son avis. La refondation telle que nous l'avions vue, on s'est dit qu'il y avait trois axes, trois piliers à la refondation. Qu'il fallait faire la refondation de la gouvernance, la refondation de la citoyenneté, parce que l'homme malien lui-même était en question, et qu'il fallait un nouveau contrat social, qui était en rupture avec le passé, mais qui avait la refondation des savoirs. Concernant la refondation de la citoyenneté, M. Koulibaly préconise de faire un retour à nos valeurs d'antan. Comment dans un pays où vous n'avez que des violeurs de serment, des gens qui font du parjure, tous ceux qui prêtent serment, en réalité, allez-y voir qu'est-ce qu'ils font de leur serment. Il dit, c'est des indicateurs, vous voyez. Donc, en réalité, quand je disais que nous avons vu un Mali propre, c'est quand nous étions enfants, nous avons su, c'est sur quoi on nous a corrigé, ce qu'il ne fallait pas faire. Et nous avons grandi avec ça, avec cette image. Outre cet aspect, l'ingénieur en télécommunications regrette la politisation de plusieurs secteurs de l'administration malienne. On a politisé l'administration. Ça a commencé par ça. Donc, on a politisé l'école, on est venu politiser l'administration, on a fini par politiser l'armée. Donc, et on a subjugué jusqu'au niveau de la justice pour avoir des soumis, des personnes aux ordres. Et les promotions se faisaient en fonction de est-ce que vous obtempérez ou pas. Pour lui, la question territoriale est une condition sine qua non de la refondation du Mali. La survie de la nation malienne, l'existence de l'État dans le futur va dépendre de la question territoriale. Nous avons adopté les collectivités territoriales héritées de la colonisation qui a créé la région de Caille, de Sikasso, de Bamako. À l'époque, il y en avait 6 jusqu'à Gao. Est-ce que vous voyez? Mais le colon a ignoré qu'avant qu'il ne vienne, on avait des territoires. Vous venez, vous ignorez totalement cela et vous pensez vouloir construire une nation en respectant, vous dites, les populations, leur homogénéité culturelle, linguistique et tout, avec quoi? Sans oublier la justice, Mahamadou Mohamed Koulibaly pense que celle-ci est une partie importante pour les futures réformes du pays. La justice fait partie du processus de la refondation. C'est-à-dire que la justice aussi, ce n'est pas en un clin d'œil que ça arrive. Non, on n'a pas dit d'arrêter quelqu'un à tort. Mais l'État a le devoir de demander des comptes à ceux dont la gestion n'a pas été, bonne à ce niveau-là. Concernant son bilan à ce département de la transition, l'homme a affirmé avoir bien enclenché le processus. On avait pris un premier engagement. C'était celui de déposer sur la table du Conseil des ministres, n'est-ce pas, le nouveau projet de constitution en juin. Un projet qu'il ne déposera jamais sur la table du Conseil des ministres de la transition suite au changement de gouvernement au mois de mars dernier. Mais qu'à cela ne tienne, l'homme continue à apporter son soutien pour la refondation de l'État à travers ses écrits soumis aux autorités de la transition. Un exemple de patriotisme à suivre.
Je vous le disais tantôt, à l'appel de la Confédération syndicale des travailleurs du Mali, CSTM, les services de santé et les compagnies de transport iront en grève allant du 30 août au 1er septembre 2021. Plus de détails avec Abdoulaye Koniba Konate. Encore une fois de plus, la transition doit faire face à une nouvelle grogne. Après les administrateurs civils, les enseignants, les boulangers, les bouchers, c'est le tour des services de santé et des compagnies de transport d'aller à une grève de 72 heures allant du 30 août au 1er septembre. Selon le secrétaire général de la Centrale syndicale des travailleurs du Mali, CSTM, Amadou Namian Guindo, le motif est de protester contre le silence du département du travail et de la fonction publique quant aux doléances du syndicat, notamment l'intégration des contractuels qualifiés payés par les associations de santé communautaire ASACO dans la fonction publique des collectivités, le reclassement des techniciens de santé fonctionnaires des collectivités, sages-femmes et infirmières d'État de niveau D et F à la catégorie B2, le traitement diligent des salaires, arriérés de salaire des fonctionnaires des collectivités du secteur de la santé et l'octroi d'un statut aux agents de ce secteur. De surcroît, la CSTM réclame l'arrêt immédiat du contrôle intempestif des conducteurs interurbains et internationaux, la suppression des perceptions illicites dans les postes de contrôle sur les routes nationales, conformément aux conclusions des experts de l'Observatoire des pratiques anormales de l'espace Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, l'institution d'un système de contrôle unique des camions à l'entrée de Bamako, le traitement diligent des salaires et bien d'autres figurent aussi dans le cahier de doléances de la CSTM. Par ailleurs, le secrétaire général de la CSTM indique que l'État malien avait déjà pris l'engagement d'honorer ces différentes doléances. En outre, se référant au rythme des événements, cette grève, si elle est appliquée, pourrait enregistrer de grandes pertes économiques pour l'État malien. Clôture ce matin de la rencontre ministérielle Guinée-Mali présidée par le gouvernement du Mali sur la matérialisation de la frontière commune et le renforcement des relations de coopération transfrontalière. Oumou Makalou et Elhadj Malik Guité pour le compte-rendu. Durant 2 jours, les participants de cette rencontre ont travaillé sur la délimitation et la coopération transfrontalière qui prend en compte les relations entre autorités administratives frontalières. Elle s'articule autour de la délimitation frontière, de la coopération transfrontalière et du renforcement des capacités étant membres de l'Union africaine en matière de gestion des frontières. Cette fructueuse coopération est bâtie en grande partie sur un ferment de cohabitation de nombreuses populations, partageant une frontière terrestre commune longue d'environ 912 km et constituant la ligne de contact entre celles-ci sur des espaces de circonscription administrative frontalière des 2 pays. Le lieutenant-colonel Abdoulaye Maïga salue l'initiative. Cette communauté de destin nous appelle à cheminer main dans la main pour relever les défis de l'émergence dans la paix et dans la sécurité au bénéfice de nos 2 peuples frères. En effet, au Mali, nous croyons fortement que les États africains n'ont d'avenir prospère que dans la solidarité fraternelle et dans l'intégration. Et c'est pour bien cela que nous sommes résolument engagés à consolider nos relations historiques d'amitié et de coopération avec la Guinée et le peuple guinéen, tant au niveau bilatéral qu'au niveau sous-régional et régional et au plan international. Depuis la mise en place d'une commission technique mixte de matérialisation des frontières, plusieurs stratégies de mise en œuvre du processus de délimitation et de démarcation des frontières communes ont été exécutées. Selon les initiateurs de cette rencontre, le processus engagé depuis des années atteint sa vitesse de croisière, bien qu'il y ait des obstacles à lever. Dans un tout autre registre, à présent, le lancement du programme Slam Niyele a eu lieu ce matin à Bamako. Ce projet serait un tremplin pour les amoureux du slam et de l'humour, selon les organisateurs. Adama Sanogo nous en dit plus.
Le slam et l'humour sont devenus de nos jours deux domaines de prédilection de la couche juvénile. Une raison de plus pour le groupe Agoratoire d'initier le programme Slam Niyele, comprenez par là le slam et l'humour afin de promouvoir ces arts et de permettre à ces jeunes artistes de forger les talents. Le résultat escompté vraiment pour nous est d'abord promouvoir le slam, promouvoir l'art et la culture et vraiment amener les jeunes à la cohésion sociale et amener vraiment les jeunes à s'autonomiser à travers le slam et l'humour. Elle a une importance capitale pour les jeunes slameurs et humoristes et aussi pour la jeunesse malienne parce que la campagne là, va donner la voix à cette jeunesse-là et voilà, ça va donner la voix à ceux qui en ont besoin, ceux qui n'en ont pas et qui attendent que les gens viennent vers eux. Le programme Slam Niyele se tiendra dans deux régions du Mali, notamment Bamako et Ségou. Il a un programme riche et varié, soutient Abdelaziz Kone. Et donc le contenu, c'est vraiment continuer avec la création du spectacle Femmes s'amusent et qui sera sanctionné aussi par une grande restitution et avec un livre spécialement, une anthologie spécialement dédiée aux slameuses du Mali et d'ailleurs. Et nous avons aussi une campagne de sensibilisation sur les violences faites aux femmes. Le programme Slam Niyele sera axé sur des ateliers, des formations, des résidences, des compétitions, des spectacles et présentations de livres. Les ateliers commencent du 23 août au 23 septembre pour Bamako, du 6 au 12 septembre pour Ségou, la présélection pour Ségou le 13 septembre, la présélection pour Bamako, ce sera du 27 septembre au 3 octobre et la grande finale le 11 octobre. On a aussi la création Femmes s'amusent aussi, qui doivent commencer les résidences du 1er au 30 septembre. Et en février, on va faire les grands spectacles Femmes s'amusent et puis la présentation du livre Anthologie malienne du Femmes slameuses. À rappeler que ce projet va se tendre sur 8 mois, soit du 1er août 2021 au 31 mars 2022. Oui, le slam malien fait son petit chemin. Dans Invité Culture, Fabrice Nouzian-Yovo a reçu Sira Binsi, une figure montante, incontestée et confirmée de la musique malienne et de sa diaspora, puisqu'elle vit en France. Suivons. Je suis actuellement là parce que moi je travaille en dehors de la musique, donc pendant mes périodes de vacances je viens m'aérer un peu. En même temps c'est dans cette période-là que je travaille sur la musique, donc je suis là pour finaliser certains projets que j'avais commencés. Notamment j'ai fait un featuring avec une grande griotte, Salamba Kouyaté, donc on est sur les projets de clip actuellement et j'ai aussi un projet de chansons soniquées. Vous savez, comme vous l'avez si bien dit dans la présentation, je suis soniquée, mais dans mes chansons, on n'a pas... Les soniqués m'ont assez fait la demande au fait de chanter dans ma langue. Ma mère s'appelle Bintou, donc j'ai coupé le bint de Bintou, et Sira, c'est moi-même, et le si, je l'ai pris et j'ai fait Binti. C'est comme Sira de Bintou, en fait. Cette association, la base est venue de les gens qui admirent ce que je fais, la famille et les amis proches. Donc comme tout le monde sait que j'ai un intérêt pour tout ce qui est humanitaire, comment on appelle ça, citoyenneté. Pour moi, en fait, chaque personne doit être dirigée vers l'intérêt général. Il ne faut pas que quand on a une autorité, ça serve qu'à la personne elle-même. Donc c'est dans ce sens-là que j'ai demandé aux gens qui avaient créé un fan club pour moi, c'est qu'ils sont vraiment intéressés, qui s'associent à moi pour qu'on fasse une association. Et ça dure depuis 2017. Et chaque fin d'année, on fait des dons. On choisit certaines familles, un certain nombre de familles à laquelle on donne des denrées de première nécessité. Vous étiez même aux côtés des femmes en tout temps. Oui, voilà, justement, on a organisé une grande soirée à Paris. On a fait ça parce qu'on a vu que les gens qui sont au nord, nos soldats, ils partent, ils tombent régulièrement, malheureusement. Donc on s'est dit, il faut que ces familles-là sachent qu'elles ne sont pas seules, même si c'est peut-être leur famille de sang, c'est leur père directement, c'est leur frère directement, mais que tout le pays sache que même nous qui sommes ailleurs, dans la diaspora, on pense à eux. Et c'est dans ce sens-là qu'on a organisé une grande soirée. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes, toutes les associations, les structures du Mali qui nous ont accompagnés, qui étaient présentes à la soirée, qui ont fait des dons. Donc il y avait même l'ambassade et le Haut Conseil malien. On a fait une très très grande et belle soirée en France. On a récolté des fonds et
C'est à la suite de ça qu'on est venu restituer ce qu'on a pu récolter. Le Covid a volé la vedette aux artistes. Hein. Il n'y avait que Covid, en fait. Ni concert, ni salle de spectacle, rien, en fait. Donc, même pour aller au studio, je pense qu'on n'avait pas vraiment... Il fallait des autorisations spécifiques. Donc, c'était très difficile. Très difficile. Mais ça a été une période quand même où on a pu se reposer parce qu'au final, les artistes, on n'arrive pas à s'accorder de temps. Ouais. Donc, pendant la période Covid, on a pu se reposer, réfléchir et revenir un peu à l'essentiel qui est la famille. C'était pas plus mal, c'était un mal, mais à l'intérieur, il y avait un peu de bien. C'est un projet d'album dont la sortie est imminente. Ça va pas tarder du tout. Donc l'album est presque finalisé, ça va pas tarder. Le mot de la fin, c'est, je vais revenir sur le truc ce qui concerne notre association. Donc on a un projet, comme j'ai dit, c'est essayer de fédérer les gens autour de tout ce qui est citoyenneté, l'intérêt général. Donc on a les 3 villages de Digani qui ont besoin de classes supplémentaires en fait. Digani, c'est dans le cercle de Baraouli. Okay. Voilà, donc on a constaté, on s'est fait approcher par certaines personnes de là-bas pour nous faire comprendre que arrivé à la 3e année, les élèves ne vont plus à l'école parce qu'il n'y a pas de classe. Donc nous, on a décidé de faire un appel aux dons pour que tout le monde cotise, même vous. Il y a une cagnotte une cagnotte qui est en ligne, il y a des numéros Orange Money sur lesquels vous pouvez faire un don pour que tous ensemble on puisse offrir à ces enfants des 3 villages des classes. Les îles Maldives, c'est notre destination du jour. Les îles Maldives en forme longue, la République des Maldives est un pays d'Asie du Sud composé de 1199 îles, dont 202 habitées, situées au sud-ouest du sous-continent indien. Une distance de 608 km sépare Malé, la capitale, de Thiruvananthapuram en Inde. La superficie des terres émergées est de 298 km² sur les 21 372,72 km² de superficie totale du pays, inclus les lagons. Les îles sont regroupées en 26 atolls et 3 îles isolées réparties en 20 subdivisions, appelées aussi atolls et portant chacune le nom d'une lettre Tana. Ce pays où s'applique la charia est aussi très touristique. Il est cependant confronté aux méfaits climatiques. Les îles sont menacées de disparition. Dès 1989, certaines prévisions annoncent que les Maldives pourraient avoir disparu en 1999 et récemment, la date a été repoussée à 2100. Le 17 octobre 2009, le président de l'époque des îles Maldives, Mohamed Nasheed, a organisé de manière symbolique un conseil des ministres sous-marins à 3 mètres sous l'eau afin d'alerter l'opinion publique internationale sur le risque de disparition de son pays et des autres pays membres de l'Alliance of Small Island States, AOSIS, ou l'Alliance des petits États insulaires, aussi vulnérables à une future montée des niveaux des océans. À présent, l'actualité internationale avec Aminata Traoré. Le docteur Georges Beolé, chef de service de chirurgie viscérale à l'hôpital central de Yaoundé, intervient dans la prison de Ngosomba à 150 km du nord de Douala. Tous les week-ends, il se rend avec son équipe de l'association Ascovim dans les zones reculées du pays pour soigner gratuitement ceux qui n'en ont pas les moyens. Et les soins que nous apportons aux populations, c'est d'abord les soins de médecine générale. Ils reçoivent tout genre de bobos sont reçus et ces soins-là sont accompagnés par les soins spécialisés comme cardiologie, gastroentérologie, pédiatrie, gynécologie. Et on a une unité d'ophtalmologie où quelqu'un peut consulter, recevoir une paire de lunettes ou un collier ou alors une référence en cas spécialisé. Des travailleurs nettoient les branches tombées et les autres débris sur la péninsule de Yucatan, dans l'est du Mexique, après que la tempête Grace a touché terre en tant qu'ouragan de catégorie 1. Grace s'est affaiblie en tempête tropicale en se déplaçant vers l'intérieur des terres. Les enfants du monde ne peuvent pas se permettre plus de promesses vides, a déclaré de jeunes militants dont Greta Thunberg, après que le rapport de l'ONU ait relevé que pratiquement aucun enfant n'échappera à l'impact du réchauffement climatique. C'était lors de la conférence des Nations Unies sur le changement climatique COP26.
Dans le premier indice du genre, publié le vendredi 20 août, l'Agence des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, a constaté que presque tous les 2,2 milliards d'enfants dans le monde sont exposés à au moins un risque climatique ou environnemental, allant des inondations catastrophiques à l'air toxique. La semaine dernière, le panel climatique des Nations Unies des meilleurs scientifiques atmosphériques du monde a averti que le réchauffement climatique était sur le point de devenir dangereusement incontrôlable, avec des vagues de chaleur mortelles, des ouragans et d'autres événements extrêmes susceptibles de continuer à s'aggraver. Greta, 18 ans, a déclaré que l'indice de l'UNICEF a confirmé que les enfants seraient les plus touchés. Et lorsque les dirigeants mondiaux se réuniront à Glasgow en novembre pour la COP26, ils devraient agir plutôt que simplement parler. Je ne m'attends pas à ce qu'ils fassent cela, mais je serais plus qu'heureux s'ils pouvaient me prouver le contraire, a-t-elle déclaré aux journalistes avant la publication de l'indice à l'occasion du 3e anniversaire de Friday for Future, un mouvement de jeunesse désormais mondial qui a commencé avec sa manifestation en solo devant son école suédoise. Greta a été rejointe par de jeunes militants du monde entier, dont Missy Joel Tan, 23 ans des Philippines, qui a parlé de faire ses devoirs à la lueur des bougies, alors que les phytons faisaient rage à l'extérieur ou craignaient de se noyer dans son lit. Alors que les eaux de crue remplissaient sa chambre. Après des mois de conditions météorologiques extrêmes et de terribles avertissements de la part des scientifiques, les promesses vides et les plans vides et vagues des dirigeants mondiaux ne suffisent plus, a déclaré Tan. Il n'y a aucune excuse pour cette COP ne soit pas celle qui change les choses. Les pays africains à faible émission sont confrontés à une combinaison mortelle, des conditions météorologiques extrêmes et des problèmes existants comme la pauvreté, et ce qui rend particulièrement vulnérables. Un avion a été vu décollant de l'aéroport de Kaboul ce vendredi 20 août et plus tard des personnes ont été vues à bord d'un vol de sauvetage. Alors que d'autres pouvaient être entendus crier à proximité de l'aéroport. Désespérés de ne pas pouvoir fuir l'Afghanistan, plus de 18 000 personnes ont été évacuées de l'aéroport de Kaboul depuis que les talibans ont pris le contrôle de la capitale afghane, a déclaré un responsable de l'OTAN. Cependant, la foule a continué à se presser à l'extérieur de l'aéroport, désespéré de fuir, a déclaré le responsable qui a refusé d'être identifié. Les talibans ont pris le contrôle de Kaboul le dimanche 15 août. Un mot de sport avant de conclure. Pour la première fois depuis plus d'un demi-siècle, une majorité significative d'entraîneurs africains sera à la tête d'équipe lors de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de janvier au Cameroun. Le point avec Amadou Tolo. La qualification de la Sierra Leone sous la houlette de John Kester signifie que 14 des 24 équipes présentes à la phase finale seront dirigées par un entraîneur local, sauf si la fédération de football change soudainement d'avis pour changer de personnel. Il s'agit d'un revirement significatif en faveur des locaux qui ont longtemps été éclipsés par les entraîneurs étrangers d'Europe et d'Amérique du Sud lors des phases finales. La phase finale de 2002 au Mali a été la dernière fois où il y a eu plus d'entraîneurs africains que d'étrangers à la phase finale. Mais à l'époque, sur un terrain de 16 équipes, il y avait une répartition presque égale avec 9 Africains et 7 expatriés. Depuis 1965, en Tunisie, où les 6 finalistes étaient dirigés par des locaux, il n'y a jamais eu un tel pourcentage d'entraîneurs africains dans ce qui sera considéré comme un vote de confiance dans le talent local. Des pays comme le Burkina Faso, la Guinée équatoriale et le Mali, dont les dernières participations à la phase finale avaient été confiées à un entraîneur étranger, ont changé d'approche et opté pour des locaux. Le débat sur le manque d'opportunités pour les entraîneurs africains dans leur propre pays est depuis longtemps passionné. Beaucoup pensent que les fédérations ont tendance à privilégier les étrangers lorsqu'elles nomment
un entraîneur national. Souvent, la réaction instinctive au recrutement d'entraîneurs a vu de nombreux Européens ou Sud-Américains accepter un rôle pour lequel ils n'étaient pas préparés ou qui dépassait leurs capacités. D'autres pensent que le statut des entraîneurs africains est encore faible et qu'ils ne bénéficient pas du même respect de la part des joueurs qu'un entraîneur étranger. Sur les 32 éditions passées de la Coupe d'Afrique des Nations, seuls 6 ont vu des entraîneurs africains dominer. Il y a eu 8 tournois où la répartition était égale, mais 18 où les entraîneurs non africains étaient en majorité sur le banc. Ce chiffre inclut les 7 dernières éditions qui remontent en 2008. Quel entraîneur national ou expatrié remportera le sésame précieux? L'histoire nous en dira. C'est la fin de cette édition. Fidèles téléspectateurs, merci à vous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction ainsi qu'à celle de la réalisation. À très bientôt sur Joliba TV News. Joliba Evening News.